Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau vlog et je vais essayer de changer de format. Alors habituellement je lisais un texte que j'avais écrit sur un prompteur et cette fois-ci je vais pas le faire. C'est plus facile de lire un prompteur que de parler tout seul à un téléphone mais qui filme. Mais je vais essayer une autre version et puis je verrai pour la suite. Aujourd'hui j'ai choisi de vous parler d'un article qui a été écrit par Wim Dankart, qui est un des formateurs de l'agence EBP, qui donne des cours sur la thérapie fonctionnelle cognitive. Et en fait, c'est un article qu'il a coécrit avec Peter O'Sullivan, et donc qui est un des articles, un des travaux de recherche qu'il a réalisé pour son doctorat, donc supervisé par Peter O'Sullivan. Son article parle de la position assise. Donc il a été publié en 2006, cet article, dans le journal Spine. Voilà. Son nom: Differences in sitting postures are associated with non-specific chronic low back pain disorders when patients are subclassified. Donc on pourrait dire en français, les différences de position, de posture assise sont associées avec des problèmes de lombalgie non spécifiques lorsque les patients sont classés en sous-groupes. Donc on va aborder ce qu'il traite dans son article pour mieux comprendre. Alors, je me suis pris des petites notes. Je vais parcourir ça en espérant que ça soit faisable à regarder, pas trop désagréable de regarder mes notes. On va voir. Alors, en définitive, une des choses qui est mentionnée dans l'introduction, c'est que la position assise, souvent, on la considère en kinésithérapie quand les gens ont mal au dos. On va leur poser des questions pour savoir s'ils ont mal lorsqu'ils restent assis, par exemple. Et on a tendance à proposer des conseils par rapport à cette position assise. Alors, à l'époque de l'article, en 2006, les données de science étaient un peu contradictoires. C'est-à-dire que il y avait des études qui montraient que la position assise avait une influence sur la lombalgie et donc du coup sur l'intérêt de s'en préoccuper, et d'autres études qui n'arrivaient pas à faire de lien entre telle ou telle posture assise et les problèmes de lombalgie. Alors il existait tout de même, et il existe toujours, je pense, un consensus sur le fait que il est important de s'en préoccuper, car souvent la position assise prolongée amplifie les douleurs de nos patients et participe sans doute au fait que leurs problèmes de dos puissent persister. D'autant plus, c'est un facteur d'autant plus important que dans notre monde occidental, avec la sédentarité, les positions assises prolongées sont de plus en plus prévalentes, de plus en plus fréquentes pour pas mal de personnes. Alors, dans des études précédentes, ils ont réussi à déterminer des choses par rapport à des postures assises où les patients étaient soit en fin d'amplitude de flexion, soit ils étaient assis mais ils conservaient une position proche de la fin d'extension. Donc du coup, le fait d'avoir ces positions prolongées, soit en fin de flexion, soit en position d'extension, eh bien, ce qui était supposé, c'était que il y avait des contraintes qui étaient excessives, qui étaient appliquées sur certains tissus, les tissus sollicités par ces positions-là. Alors, en termes de méthode, ce qu'ils ont fait dans cette étude, c'est qu'ils ont inclus 67 individus avec 34 sujets contrôle, donc qui n'avaient pas mal au dos, et 33 lombalgiques non spécifiques. Ces 33 lombalgiques, ils ont été sélectionnés par Wim Dankart et par Peter O'Sullivan. Donc, en fait, chacun évaluait des patients et il fallait que les deux, en aveugle l'un de l'autre, se mettent d'accord sur le fait que
ils avaient ce qu'ils appellent en thérapie fonctionnelle cognitive soit un schéma de fonctionnement ou un schéma fonctionnel en flexion, soit un schéma en extension active. Donc on va reprendre les détails par rapport à ces deux schémas-là. Ces tableaux cliniques, ils ont été publiés en 2005, donc une année avant par Peter O'Sullivan. Et là, on parle du rachis lombaire inférieur. Donc en définitive, l'idée c'est que certains patients, lorsqu'ils sont assis, vont vraiment adopter une position de fin d'amplitude passivement, de flexion. Et d'autres patients vont vraiment conserver une espèce de lordose active, une extension active qui va les amener assez loin en extension, et ça on va le voir justement par rapport à ce qui a été étudié. Donc une fois qu'ils ont inclus ces patients-là, le protocole, ça a été de faire asseoir tous ces patients-là sur un tabouret. Le tabouret était réglé en hauteur de manière à ce que les cuisses soient horizontales, les tibiales verticales, les pieds étaient posés à un écart qui correspondait à la largeur des épaules, et le patient avait un repère visuel en face de lui à 1,50 m qui était au niveau des yeux, pour essayer de contrôler la position au niveau du haut du corps, au niveau cervical. Et dernière chose, ses bras étaient relâchés sur le côté. En fait, on leur demandait de tenir cette position, une position habituelle, tout d'abord, et il y avait une évaluation qui était faite de cette position-là, avec des capteurs externes, et cette méthode d'évaluation avait été testée au préalable, et donc avait été montrée comme valide et fiable. Il me semble à 0,2 degrés près par rapport à la mesure. Donc là, les mesures, c'était la mesure de la bascule pelvienne, donc l'angle entre le plateau de S1 et l'horizontale. Vous aviez la mesure de l'extension de la lordose inférieure, du rachis lombaire inférieur, et la mesure du positionnement au niveau rachis lombaire supérieur. Voilà, donc on demandait aux patients de s'asseoir d'abord dans leur position habituelle. Il y avait plusieurs mesures de fait, et en fait on leur demandait également de s'asseoir en position avachie. Et là à nouveau il y avait plusieurs mesures de fait, et donc ils prenaient la moyenne. Alors, donc on est bien sur des évaluations en plan sagittal, de l'amplitude de la bascule pelvienne, du positionnement, l'angle au niveau lombaire inférieur et l'angle au niveau lombaire supérieur. Pour ce qui est des résultats, donc tout d'abord, si on compare, ils ont fait deux comparaisons. La première comparaison, ça a été entre les 34 sujets contrôle et les 33 patients lombalgiques. Et donc pour la position assise habituelle, ils n'ont pas retrouvé de différence ni pour la bascule pelvienne, ni pour les angles lombaires inférieurs et supérieurs, en moyenne, entre les patients qui ont mal et les sujets asymptomatiques qui n'avaient pas mal. Pour la position avachie, ils ont retrouvé en moyenne des patients qui étaient plus en lordose que les sujets contrôle. Et pour la différence entre la position habituelle et la position avachie, donc quand ils mesuraient cette différence-là, entre ces deux angles-là, eh bien, ce qu'ils retrouvaient, c'est que chez les patients, il y avait moins de différence, il y avait moins de changements en termes de positionnement entre la position habituelle et la position avachie pour la bascule pelvienne et le rachis lombaire inférieur. Ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont modifié la comparaison. C'est-à-dire que là, ils ont fait 3 groupes. Les 34 sujets contrôle, les 20 patients qui étaient dans un schéma en passif en flexion, et les 13 patients restants qui étaient dans un schéma d'extension active. Ce qu'ils ont retrouvé à ce moment-là, lorsqu'ils séparaient ces 3 groupes, au lieu de faire sujet sans symptômes versus patient, donc sujet sans symptômes versus patient avec un schéma en flexion versus patient avec un schéma en extension active. À ce moment-là,
quand il reprenait donc la position assise habituelle, les patients qui avaient des schémas d'extension avaient une lordose supérieure au sujet contrôle. Les patients avec un schéma en flexion avaient une lordose inférieure, donc une syphose supérieure, si on veut, au sujet contrôle. Ensuite, pour la position avachie, ce qui est retrouvé, c'est que les patients qui avaient un schéma d'extension avaient une bascule pelvienne et un angle lombaire inférieur qui étaient plus importants que les contrôles et les patients en flexion. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand ils demandaient aux patients avec un schéma d'extension active de s'avachir, eh bien ces patients-là, significativement, ils n'arrivaient pas à aller aussi loin en syphose, ils conservaient plus de leur dose que les sujets contrôle et les patients avec un schéma de flexion. Ensuite, pour finir, quand ils comparaient la différence entre la position assise habituelle et la position assise avachie, ce qu'ils retrouvaient, c'est qu'il y avait moins de différence entre les patients entre les patients en définitive, que ce soit les patients qui avaient un schéma d'extension ou les patients qui avaient un schéma de flexion en fin d'amplitude, que pour les sujets contrôle. Et ça, c'était surtout valable pour la bascule pelvienne et au niveau lombaire inférieur. Ce qui veut dire qu'un patient qui avait un schéma d'extension n'arrivait pas à changer beaucoup cette position au niveau rachis-lombaire inférieur lorsqu'on lui demandait de s'avachir. Donc en gros, il restait en extension. Il a beaucoup de mal à aller en flexion. Et un patient qui a un schéma en flexion, quand on lui demande de s'avachir, il n'arrive pas beaucoup à changer sa position parce qu'il est déjà loin dans son amplitude de flexion. Donc il ne lui reste pas beaucoup de degrés à gagner si vraiment on lui demande de s'avachir plus. Face à des sujets non symptomatiques, qui avaient donc une position un peu plus neutre, un petit peu plus intermédiaire en position habituelle, et quand on leur demandait de s'avachir, qui allait vraiment vers de la flexion lombaire basse. Donc ensuite, ce qu'ils ont retrouvé aussi par rapport au lombaire supérieur, c'est qu'il y avait plus de différence pour les patients avec un schéma d'extension et pour les contrôles que pour les patients avec un schéma de flexion, car ces patients-là étaient déjà en flexion même au niveau lombaire sup. Donc voici ce qu'on peut en dire par rapport aux résultats bruts. Du coup, d'un point de vue discussion, les points qui sont repris, c'est donc un rappel sur le fait que tous les patients qui avaient été inclus étaient des patients qui rapportaient une aggravation de leur douleur lors des positions assises prolongées. Et en définitive, ce que ça nous dit, c'est que vous avez des patients qui vont avoir plus de douleur à force de rester assis, certains parce qu'ils sont vraiment en fin d'amplitude de flexion, et ça c'est ce qu'on considère le plus souvent, mais d'autres qui ont des douleurs alors qu'ils maintiennent une extension et qui ne sont pas du tout en flexion. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça peut expliquer pourquoi, lorsque des études sont faites pour comparer les postures assises des patients qui ont des symptômes par rapport à des sujets qui n'ont pas de symptômes, parfois, quand on compare les moyennes des positionnements, comme dans cette étude-là, on ne trouve pas tant de différence que ça. Parce que vous avez une portion des patients qui sont en flexion et une portion des patients qui sont en extension. Et donc du coup, la moyenne fait que ça s'annule un petit peu, et vous avez cette espèce d'effet wash-out, l'effet de lavage, qui fait que on ne retrouve pas de différence en termes de moyenne par rapport à des sujets asymptomatiques qui vont avoir des positions assises habituelles plus intermédiaires en définitive, plus dans une zone où ils ne mettent pas de contraintes ni en hyperextension ni en hyperflexion. Donc du coup, ce que cette étude apporte, c'est cette nécessité de différencier les patients. Mais c'est pas parce qu'un patient a mal en position assise prolongée qu'il fait de la flexion prolongée. Ça peut être de l'extension prolongée. À partir de là, ça va être important d'ajuster notre prise en charge et nos conseils à ce patient.
Et donc, du coup, ça explique bien les différences de résultats au niveau de la littérature. Et en définitive, ça explique, par exemple, que si vous prenez des groupes de patients qui sont vraiment dans un schéma de flexion, à ce moment-là, un soutien lombaire va les aider. Parce que ça va les sortir de cette position de fin d'amplitude de flexion. Par contre, ce qui est retrouvé dans la discussion, lorsque les auteurs ont été explorer la littérature sur le sujet, c'est qu'il y a très peu d'études sur ce groupe d'extension active. Ces patients qui n'arrivent pas à fléchir leur Achille lombaire inférieur en position assise et qui conservent une position d'extension active parce que ils le conservent en utilisant la contraction de leur muscle lombaire. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous mentionner par rapport à ça? Voilà. Donc la position assise, prendre en compte la position assise, ça peut vraiment être pertinent à partir du moment où on différencie bien dans quelle situation se trouve le patient avec qui on est. Et donc, ce qu'ils reprennent là-dedans aussi, c'est que non seulement la position assise habituelle des patients était éloignée de la zone intermédiaire, de la zone neutre, ils appellent ça la zone neutre, mais aussi, lorsqu'on demandait aux patients de s'avachir ou de modifier cette position assise, ils n'arrivaient pas vraiment à la modifier. Donc les patients qui étaient déjà en flexion, ils étaient déjà avachis, donc avachis, on leur demandait de s'avachir, leur position ne changeait quasiment pas. Et les patients qui étaient en schéma d'extension active, leur demandant de s'avachir, eh bien, ils n'arrivaient pas à perdre cette extension. Ils n'arrivaient pas à repartir en flexion et certainement pas en fin d'amplitude de flexion. Un autre point que les auteurs mettent en avant, c'est que ce positionnement des patients, donc soit en fin d'amplitude de flexion de manière passive, soit en fin d'amplitude d'extension de manière active, n'est pas une réponse à la douleur. Car les patients évalués dans cette étude-là n'avaient pas de douleur sur des positions assises courtes. Et l'évaluation qui a été faite, ça a été une évaluation de la position sur quelques secondes. En fait, c'était des patients qui avaient mal après avoir passé du temps en position assise, donc pour une position assise prolongée. Et donc, ces patients-là, ils ont ce schéma-là lorsqu'ils s'assoient, même avant d'avoir mal. Et c'est à force de rester dans ces positions-là que la douleur se déclenche. Et ce qu'on retrouve en clinique, c'est que ces patients-là ne vont pas toujours, et parfois pas souvent, savoir comment arriver à changer. Donc des patients avec un schéma de flexion passive, certains vont avoir le réflexe de mettre la main dans le dos, pour se donner un appui, de se mettre un soutien lombaire, etc., mais pas tous. Et ça, vous l'avez sans doute déjà constaté dans votre pratique. Et ces patients-là, lorsqu'on les aide avec un soutien lombaire, tout de suite ils sentent une différence, mais ils n'ont pas tous eu le réflexe de caler leur dos à quelque chose. Et ce qu'on retrouve avec les patients avec un schéma d'extension active, c'est que souvent eux, le fait de me remettre un soutien lombaire, potentiellement ça peut même empirer leur douleur. Et ce qui se passe, c'est qu'eux, quand on leur demande de se relâcher, on leur demande de s'avachir comme dans l'étude, ils n'y arrivent pas. Et donc ça nécessite pour nous le fait de, lorsqu'on identifie ça, d'aider le patient à en prendre conscience, de l'aider à réaliser qu'en définitive, il est toujours en train de faire ça à son rachisme, il est toujours en train de stimuler, d'irriter les mêmes structures anatomiques, d'autant plus que, comme il le fait avec la contraction de ses muscles, il y a une forme de compression qui se rajoute. Et le fait d'aider le patient à comprendre ça lui permet de réaliser qu'en définitive, la position qu'il prend, inconsciemment, involontairement, irrite ses tissus et que c'est pour ça qu'il a mal. Et ça suffit à expliquer pourquoi il a mal. Donc, par exemple, même s'il n'a pas de résultats d'imagerie qui trouvent de raisons potentielles pour expliquer sa douleur, voilà, on peut l'expliquer très facilement que si on maintient notre poignet comme ça en contractant nos muscles pendant un certain temps, on va avoir mal. Et un des pièges, c'est que ces patients-là, lorsqu'ils ont mal dans cette position-là, souvent, la contraction s'amplifie. Donc du coup, plus ils restent, plus ça leur fait mal. Et donc ces gens-là, d'abord les aider à comprendre ça, et ensuite trouver des stratégies
pour les aider à relâcher leurs muscles et à retrouver une capacité à retourner en flexion, que ce soit sur des mouvements ou après à adopter une position assise dans une position intermédiaire, voire en fin d'amplitude de flexion, parce que pour ceux-là ce ne sera pas forcément un problème vu qu'ils y sont jamais. Voilà. Donc voici ce que je voulais vous dire par rapport à cet article. Donc bien sûr je vous mettrai les références en dessous de la vidéo. Je compte sur vous pour me dire ce que vous pensez de ce format-là, moins formel et sans doute où j'ai plus d'hésitation à parler parce que je lis pas un texte. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je trouve intéressant de parler de cet article-là, notamment parce que la thérapie fonctionnelle cognitive, souvent elle est mise en avant par rapport au fait qu'elle va s'intéresser à tous ces facteurs psychosociaux, et elle va essayer d'identifier les facteurs modifiables et du coup d'intervenir dessus. Et donc il va y avoir beaucoup d'éducation, d'éducation par rapport pour aider le patient à gérer au mieux ces facteurs-là, à prendre conscience de l'importance de ces facteurs dans ses symptômes et à les gérer. Juste, dans thérapie fonctionnelle cognitive, le mot fonctionnel, il correspond à ces données-là. Donc vraiment, comment le patient fonctionne, et est-ce qu'il a certains schémas qui fait qu'il va irriter plus ou moins certains tissus, et du coup intervenir de façon spécifique là-dessus. Donc ça va être la partie bio dans la technique de thérapie fonctionnelle cognitive, qui est sur le modèle biopsychosocial, et non pas seulement sur le modèle psychosocial. Voilà. L'ensemble, le biopsychosocial. Et donc le doctorat de Wim Dankart s'est vraiment intéressé à explorer plus en profondeur cette partie-là. Voilà. Et de toute façon, comme nous le savons tous, tout ça c'est lié parce que est-ce qu'un patient qui se tient en schéma d'extension active, c'est un patient qui craint pour ses disques? Est-ce que c'est une personne à qui on a dit que ses disques étaient abîmés à l'imagerie, qu'il risquait ou qu'il avait une hernie discale, qu'il risquait de finir dans un fauteuil, qu'il fallait pas qu'il plie son dos, autrement ça allait faire grossir ses hernies? Et donc à partir de là, c'est pas étonnant qu'il cherche à tout prix à maintenir son extension, peut-être de façon consciente au départ, et peut-être que ça finit par devenir complètement automatique et complètement inconscient, et tellement renforcé que bien après ça devient plus difficile à contrôler. Voilà. Voici ce que je voulais vous dire par rapport à cet article. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire des suggestions dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour un prochain vlog. Merci.